sur la question de la charte européenne des langues régionales et minoritaires, qui est le sujet à proprement parler de ma petite conférence. Je vais m'efforcer, j'espère y arriver, je vais m'obliger à parler des faits, c'est-à-dire à vous dire, avant de vous dire ce que j'en pense, vous dire ce qu'il y a dedans. Parce que vous avez pu voir toute une série de publications, d'articles de journaux peut-être, de prises de position, d'élus, de partis politiques, de mouvements philosophiques divers, en disant à la charte des langues régionales, c'est bien parce que c'est la culture humaine que les langues régionales soient préservées, c'est la culture humaine. Ouais. Sauf que la charte, elle ne parle pas du tout de ça. Et non, la charte, c'est pas ça. C'est pas une espèce de... Il ne s'agit pas de créer une espèce de conservatoire ou d'enseignement des langues régionales. D'ailleurs, en France, c'est déjà fait. Hein. Peut-être vous avez des enfants, des neveux, des nièces qui apprennent le provençal au lycée, peut-être. Oui, c'est le cas, Agathe, je pense. Il y a des jeunes qui, pour passer le bac, apprennent le provençal au lycée. Donc, c'est pas le but de cette charte, parce que si c'était ça, elle ne ferait rien. Ça existe, l'enseignement du provençal dans l'enseignement, depuis la loi d'Exxon en 1951. C'est vous dire si c'est une nouveauté. Mais encore une fois, la charte ne parle pas de ça. Et donc, je vais essayer de vous dire de quoi elle parle. Et j'ai ici le texte de la charte. Et c'est ça la méthode de la libre pensée, c'est on discute des faits, et puis après on raisonne, après on analyse. Mais d'abord, il faut voir la réalité des choses. Alors, que dit-elle ? Vous savez que, je vous rappelle que la charte a été rédigée en 1992 au niveau, alors c'est pas l'Union européenne, c'est au niveau du Conseil de l'Europe. Et qu'elle a été proposée à la France en 1999 et que la France l'avait signée, le chef du gouvernement l'avait signée, mais ça n'a pas été ratifié, parce qu'il y avait eu une campagne d'opinion, et parce que le Conseil constitutionnel, d'ailleurs comme résultat de cette campagne d'opinion, avait dit c'est pas constitutionnel. En France, la langue de la République, c'est le français. Et donc, vous pouvez apprendre toutes les langues que vous voulez, mais la langue officielle, c'est le français, c'est dans la Constitution. C'est écrit comme ça. Voilà. Et donc, c'était une des promesses du candidat Hollande. Et il a été élu, comme vous savez, et il applique ses promesses, comme vous le savez. Au moins celle-là, comme vous le savez. Et il a soumis à l'Assemblée nationale cette proposition de ratifier la charte. Et l'Assemblée nationale, dans sa majorité, a voté pour. Le Conseil d'État a informé le gouvernement que ça n'était pas constitutionnel. Mais nous, citoyens, on n'a pas le droit, rendez-vous compte, ça a été communiqué au gouvernement. Ça n'a pas été communiqué. Nous, citoyens, nous n'avons pas le droit d'avoir connaissance de la délibération du Conseil d'État. Pourquoi ? C'est la loi, c'est la Constitution, c'est comme ça. Ah. Oui, parce que nous sommes des citoyens, vous comprenez, on est un peu benés, il faut que nos ministres nous traduisent de sorte que ça soit ce qu'on doit accepter. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit penser, on ne nous soumet pas le problème pour savoir quoi penser, on nous dit voilà ce que vous devez accepter. C'est pour ça qu'on a l'avis du gouvernement, le vote de la majorité de l'Assemblée nationale, mais nous n'avons pas la délibération du Conseil d'État. Par contre, ça ira au Conseil constitutionnel, nous aurons la délibération du Conseil constitutionnel. C'est la loi qui est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Évidemment, ça fait tout ça, je ne vais pas vous dire ça, vous allez tout connaître. Par contre, si vous avez pris la peine de laisser vos coordonnées mail à Raoul, je lui ferai passer le texte et il vous l'enverra dimanche ou lundi, là, vous le recevrez à la maison, comme ça vous pourrez vérifier. Et je vais lire quelques passages. Alors, voilà. Donc, si c'est ratifié, nous sommes les États membres du Conseil de l'Europe et on sera considérés comme signataires de la présente charte. Cette charte, alors on doit accepter au minimum, c'est un truc très compliqué, je ne vais pas m'étendre, on doit accepter pas forcément tout le texte. On peut accepter que 35 paragraphes. Mais dans ces 35 paragraphes, il y en a un certain nombre qui sont obligatoires. Et il y en a d'autres qui sont optionnels. Mais vous allez voir que dans la rédaction, par exemple, à titre optionnel, vous avez des trucs, il y a marqué on devra enseigner à l'école primaire dans la langue. Je n'ai pas dit la langue, hein, écoutez bien, je ne vous dis pas la langue minoritaire,
provençal, ou je ne sais pas comment ça s'appelle ici, à Nice c'est le nizar, le catalan là-bas, le breton ailleurs, le corse plus loin. On ne doit pas enseigner la langue, ce serait que ça, il n'y aurait pas. C'est enseigner dans la langue. Ça veut dire enseigner dans la langue. Alors je ne comprends pas qu'on puisse enseigner le français dans le patois, ça je ne sais pas le faire. Mais donc ça voudrait dire qu'il faudrait enseigner les maths, la biologie, l'histoire-géographie, les sciences de la vie et de la terre dans la langue régionale. Et ce qui est optionnel, c'est alors ou ça, ou alors une partie substantielle de l'enseignement doit être assurée dans la langue. C'est-à-dire vous avez le choix entre tout ou l'essentiel. Vous voyez, c'est ce genre d'option. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les articles, vous en prenez 35 et à la fin ça revient globalement au même. Mais donc, considérant, je lis, que le droit de pratiquer une langue régionale minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible. Dans la vie privée, ben oui, dans la vie privée. Écoutez, franchement, si vous voulez parler patois, je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont corses ou bretons ici, si vous voulez parler le patois breton de Plougastel, à la maison, je ne vois pas où est le personnel. Jamais ça a été interdit en France. Jamais. D'ailleurs, souvent, on dit, oui, mais avant, il y avait des affiches, il est interdit de parler breton et de cracher par terre. On entend ça des fois. Est-ce que quelqu'un de vous l'a vu, cette affiche? Moi, je ne l'ai jamais vue. J'ai demandé dans des réunions de bretons bretonnants qu'on me la fasse voir. Ils ne l'avaient pas sur eux. Et donc, non, ce qu'il y avait, c'était à l'école. À l'école. Oui. Il était interdit de parler patois à l'école. Mais c'est pas pareil. Il est interdit de parler patois, point, ou il est interdit de parler patois à l'école. Et oui, parce qu'il s'agissait d'apprendre à tous ces petits paysans, de leur apprendre à parler français, pour qu'ils aient une langue avec laquelle ils puissent trouver du travail. Et donc, c'était ce qu'on appelait, c'est les méthodes ultra-modernes d'enseignement, ceci dit. Hein. C'était le français par immersion à l'école. Maintenant, si vous voulez apprendre l'anglais par immersion, c'est des stages, vous payez très cher. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était que ça. C'est pas pareil, dire il était interdit de parler patois dans l'école et interdit de parler patois, parce que interdit de parler patois, ça veut dire à la maison et dans la rue. Les franquistes ont fait ça. En Espagne, il était interdit de parler catalan, par exemple. Résultat des courses, il y a 10 millions de types qui parlent catalan maintenant en Espagne. En France, ça n'a jamais été interdit. Résultat des courses, tout le monde parle français. Et oui, parce que c'est pas là-dessus que les gens ont trouvé un terrain d'opposition. Ils ont trouvé, quand vous étiez pauvres, petits paysans, ouvriers, marins, pêcheurs, je sais pas quoi, leur terrain d'opposition, ça a été non pas la revendication nationale ou régionaliste, ça a été la revendication sociale. La voie qui s'est trouvée en France, c'est les pelloutiers. C'est le gars qui a fondé la Fédération des bourses du travail. À travail égal, salaire égal. Ce qui constitue le tissu de la revendication en France, de la vie sociale en France, c'est l'égalité des droits. Nous parlons la même langue, nous voulons avoir les mêmes droits. Nous voulons l'égalité des droits. Là, on rentre dans un système, dans la vie privée, bon, c'est pas le problème, et publique. Qu'est-ce que c'est la vie publique qui n'est pas la vie privée? La vie publique, un mariage, c'est la vie privée. Un couple, c'est la vie privée. Ça devient la vie publique si vous demandez à ce que les actes du mariage soient faits en breton, en corse, c'est ça la vie publique. C'est pas la vie de couple, hein. La vie de couple c'est privé. Le mariage c'est un acte public, le divorce c'est un acte public. Donc le jugement de divorce c'est un acte public. Je vous prends un autre exemple, un contrat de travail ou un arrêté de recrutement pour les fonctionnaires, ou un contrat de travail pour ceux qui travaillent dans le privé, l'associatif, tout ça, ça veut dire que ça c'est du public. Parce que là on contracte. Vous voyez, les panneaux de signalisation, le code de la route, tout ça c'est la vie publique. Donc ça serait, dans une langue régionale ou minoritaire, un droit imprescriptible de la pratiquer dans la vie publique. Et là, vous allez me dire, c'est souvent dans des réunions où les gens sont moins disciplinés, ils me disent « Ah, mais vous rigolez, il ne s'agit pas d'apprendre le patois, d'apprendre les maths en patois, ou de passer un contrat de travail en corse ou en breton. » Enfin, eh oui, si, c'est ça pourtant. Je vous lis la suite. C'est écrit en toutes lettres. C'est pas une analyse, hein. C'est pas une extrapolation. Je vais vous le lire. Donc on continue. Donc cette charte s'applique aux langues qui sont pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État
Donc par exemple, ça n'est pas l'arménien. Puisque l'arménien, il y a beaucoup de Français à Marseille notamment, qui sont d'origine arménienne ou grecque. Mais c'est rattaché à aucun territoire en France. Il n'y a pas, comment est-ce qu'on dit, il n'y a pas un quartier arménien à Marseille, à Paris, il n'y a pas un quartier breton à Gap, je ne crois pas. Donc c'est pas rattaché à un territoire. Donc ça n'est pas concerné par cette charte. Ensuite, c'est dit aussi, ça n'est pas des langues de migrants. C'est-à-dire des langues dont les gens sont étrangers d'origine. C'est-à-dire, par exemple, l'arabe, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, le polonais, toute langue russe, toute langue intéressante à apprendre par ailleurs. Ça n'est pas concerné par la charte. C'est vraiment les langues traditionnelles, pratiquées sur un territoire traditionnellement. Donc pour ça que je parle du corse, du breton, de l'alsacien, du niçois, du gabancé, si ça existe, je ne sais pas. Je ne connais pas. Donc c'est écrit. Hein. Et dans les Hautes-Alpes, j'en connais au moins 30. Ah mais c'est terrible, on dit souvent le provençal. Bon, ça on en parlera après, ça n'existe strictement pas. Vous avez à 8 km d'intervalle, une balance romaine, ça ne porte pas le même nom, hein, d'un village à l'autre. Bon. Donc, ni les dialectes de la langue officielle de l'État. Donc, par exemple, en Bretagne, il y a 2 langues historiquement qui étaient parlées. Le gallo, qui était une langue d'oïl, un dérivé du français, et le breton celte, qui lui n'est pas une langue dérivée de la langue officielle de l'État. Alors, est-ce que ça veut dire que le breton serait une langue minoritaire, mais le gallo pas? Voilà, là, on est déjà parti dans des complications, on n'est pas prêt de voir la fin. Vous avez compris. Alors, ce qui est extraordinaire, vous savez que c'est des scientifiques, c'est des linguistes, des mecs qui ont réfléchi, ils ont mis des années à pondre cette charte. Si vous me torturez, tout à l'heure, je vous dirai qui sont les auteurs de cette charte. Qui n'a pas été écrit en français au départ, c'est une traduction, je vous lis, c'est la traduction officielle. Et il faudrait que la langue soit le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures, d'un nombre de personnes. Alors quel nombre? Vous cherchez, c'est pas écrit. Il faut qu'il y ait un nombre suffisant pour justifier l'adoption de la charte dans leur territoire. Le nombre suffisant. Vous vous rappelez le sketch de Fernand Reynaud? Combien de temps il met un certain temps. Voilà, donc là, il y a un certain nombre. Donc, qui va décider de quel est le nombre de locuteurs? 10, 500, 2000, 3, enfin voilà, 50 000, c'est pas écrit. On continue. Bon, ça va, je saute, sinon ça va être trop long. Donc, je vous ai dit un minimum de 35 paragraphes. Et vous allez voir après comment c'est décliné de telle façon que tu prends le premier ou le troisième, c'est pareil. Donc tu choisis. Hein. Alors on continue. Et les dispositions, attention, vous allez voir, les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires. Si donc c'est des pays où c'est mieux, ça ne peut pas être pire que quand c'était mieux. En gros, ce que ça veut dire ce truc-là. Donc en France, par exemple, la loi d'Exxon, ça veut dire qu'on ne peut pas supprimer la loi d'Exxon sous prétexte qu'il va y avoir la charte, par exemple. Alors, ou le statut, c'est ça qui est important, le statut juridique des personnes appartenant à des minorités. Le statut juridique des personnes appartenant à des minorités. C'est quoi ça? Alors, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont définis comme étant une minorité. Définis par qui? On va supposer par l'État, supposons, ou peut-être par des experts, ou peut-être par la police, qui va définir des gens qui seront... C'est interdit, oui. Et oui, c'est interdit, vous savez depuis quand? Depuis 1945. Parce que le dernier gouvernement qui a défini un statut juridique des minorités, c'est le gouvernement de Pétain. Il a défini les juifs, les tziganes, en particulier les juifs. Alors eux, pour la définition des statuts minoritaires, ils en connaissaient un rayon. Hein. En France, vous savez ce que ça veut dire ça, le statut juridique des minorités, ça a été supprimé en 1789. Il y avait l'Ancien Régime qui était une société profondément inégalitaire. La noblesse, le clergé, le tiers-état, lui-même divisé entre des gens très riches et des pauvres paysans, tellement pauvres que c'était limite des esclaves attachés à la terre. Tout ça a été aboli en 1789, et à nouveau, il a fallu réabolir en 1944-45, à la Libération. Il n'y a pas de statut des Juifs en France. Pas plus qu'imaginer qu'il y a un statut des Corses et des Bretons. Et ces benets, parce que quand même, il y a des benets sur la terre, il y a des benets dans le monde, des gens qui revendiquent d'être Corses, qui revendiquent d'être Bretons.
pas culturellement. Vous savez, moi par exemple, quand j'étais petit, avec mon grand-père, je parlais un peu le patois du Haut-Vaucluse. Enfin, ça ne fait pas une identité juridique. Les gens qui réclament le statut de la langue corse, qui réclament la corcisation des emplois. Tu n'es pas corse, donc tu ne peux pas travailler dans une société corcisée. J'allais dire arianisée, mais corcisée. Sauf que là, ces gens-là, ils sont assez benés pour réclamer un statut de minoritaire. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si les Juifs avaient porté des pancartes dans les années 30 en disant « Nous voulons notre étoile jaune ». Parce que les gens espèrent en tirer un bénéfice. On va voir quel est le bénéfice, mais ratifier ça, je rappelle, c'est une promesse de campagne du candidat Hollande, et ça a été voté par la majorité de l'Assemblée nationale. Des gens qui sont réputés savoir lire les textes de loi. C'est leur métier. Je veux dire, ils font ça. Infirmiers, on soigne les malades, et eux, ils font des textes de loi. Le statut juridique des personnes appartenant à des minorités. On va redéfinir qui appartient à des minorités. Qui va le faire? Sur quels critères? Sur un critère linguistique. Il n'y a pas plus de 5000 Corses en Corse. Hein. Il n'y a pas plus de 3000 Bretons en Bretagne, si c'est le critère linguistique. Il y a combien de Provençaux ou d'Occitans à Gap? 7, 8? Vous voyez dans quoi on se lance? Donc je continue. Bon, les 10 000 dans la vie publique et dans la vie privée, j'ai déjà dit, j'accélère. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues. Donc vous êtes content de savoir que si par exemple on corsise les emplois en Corse, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus travailler si vous êtes employé de préfecture, vous pourrez aussi, demain, après tout c'est pas un crime, hein, vous mariez avec une Corse, vous voulez vous installer à Ajaccio et garder votre boulot d'employé de préfecture, on va vous dire tu ne parles pas corse, tu n'es pas corse, on ne t'embauche pas. Hein. Mais ce n'est pas une mesure de discrimination. Non. Non, non. C'est juste pour favoriser la langue régionale. Moyennant quoi, vous savez comment est l'âme humaine, le Corse qui viendra se pointer à Marseille pour dire ben, « moi je voudrais bien travailler à la préfecture ». Mais non, tu es Corse, toi. Moi je ne peux pas travailler en Corse, toi tu ne peux pas travailler à Marseille. Est-ce qu'on se rend compte de vers quoi on s'engage, en nous disant que c'est pour la promotion des langues régionales. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un drôle de bazar, ça. Je continue. En définissant leur politique, donc les signataires s'engagent, en définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les partis, c'est-à-dire les États signataires, s'engagent à prendre en considération les besoins et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Les besoins et les vœux. Ça veut dire des pépettes, là? Eh oui, c'est du pognon. Alors c'est quoi? C'est du pognon, des mesures privilégiées, donc discriminatoires. Si vous dites les gens qui sont nés à Gap, ils sont prioritaires pour avoir du travail, ça veut dire que si moi je viens me faire embaucher ici, je n'en aurai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Les besoins, c'est de l'argent, mais souvent c'est des prérogatives, c'est des privilèges linguistiques, ethniques, régionaux, particularistes, identitaires. Et là, je pose quand même une question. Pourquoi, si on dit les Français d'abord, c'est pas bien, et si on dit les Corses d'abord ou les Bretons d'abord, c'est formidable? Mais pour qui nous prennent? Pour les gueuler. Les mêmes mecs qui passent à la télé en disant, vous comprenez, ils disent les Français d'abord, c'est un scandale. Mais nous, on va signer les Corses et les Bretons d'abord, et ça, c'est très bien. Vous voyez? Et donc, je continue. Bon, voilà. Alors, ça, les gens disent, non, c'est toujours là-dessus, quand je dis, mais vous savez, ils vont faire l'enseignement. Je dis, prendre les maths en breton, en corse, tu rigoles. Ça se fait À prévoir une éducation préscolaire, En plus. petit préscolaire, assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées, donc vous l'aurez à la maison, on verra. À prévoir un enseignement primaire, préscolaire, primaire, assuré dans les langues régionales ou minoritaires. Ou à prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée, c'est la fameuse histoire, ou tout ou l'essentiel. Voilà, le choix que vous avez, c'est ou tout ou l'essentiel. Etc. À prévoir l'enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires, à prévoir qu'une partie substantielle, bon ça va, vous avez compris, je ne vais pas répéter ça tout le temps, c'est à chaque fois vous avez le choix, vous savez, il en faut au moins 35, il y en a 90, mais
toute façon, vous prenez celui-là ou l'autre, c'est un peu comme dire, vous voulez du steak ou du steak sans les frites. Vous voyez, steak haricots verts ou steak frites, vous avez le choix. Voilà, mais c'est toujours du steak. Enseignement secondaire, à prévoir un enseignement technique et professionnel. Technique et professionnel. Je suis à la retraite, mais je donne pas mal de cours dans les écoles d'infirmières, dans les écoles d'aides-soignantes. Est-ce qu'on imagine qu'on va donner à Bayonne, à Biarritz, des cours pour soigner les gens en basque? Ça veut dire que les gamines, c'est surtout des filles, à qui on leur a donné un enseignement d'infirmière ou d'aide-soignante en basque, elles sont condamnées à travailler au prix qu'on voudra bien les payer dans un bled qui est grand comme la moitié d'un département français. Si elles se marient avec un Parisien et qu'elles vont s'installer à Paris, est-ce que vous connaissez un service hospitalier qui va à Paris, qui va embaucher une infirmière qui ne parle que le basque professionnellement? Elle n'a pas le droit de se marier avec un Parisien. Voilà, ça on peut toujours s'enfuir de sa famille. Ah ben oui. Partir, on peut toujours. Après, il faut atterrir quelque part. Et avec la question du travail, c'est un peu une question. Vous savez ça, ce que c'est? Mais c'est les provinces d'Ancien Régime. Tu étais paysan, tu étais forgeron, tu étais cloué à la terre, parce qu'il y avait une loi, mais en plus, tu ne parlais pas la langue qu'on parlait à 50 km de là. Les poids et mesures, c'était pas les mêmes à 40 km de chez toi. Dans le Vaucluse, on en parlait, il y a 14 éminets à l'hectare. Vous voulez qu'on s'amuse à mesurer les propriétés cadastrales en éminets? C'est la République française, la Révolution française, quand elle a unifié la langue, elle a créé le système des poids et mesures que nous connaissons. Les mètres, les kilos, unifier, c'est-à-dire ouvrir le monde. Tu pouvais être né, c'était le travail des instituteurs, les hussards noirs de la République. Tu étais né dans un bled pourri, excusez-moi s'il y a des gens du Poitou, au fin fond du Poitou, il y avait 400 habitants, tu pouvais finir préfet, instituteur, ministre, cadre supérieur de santé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a un qui a fini ministre et tout ça, qui vivait dans le fin fond de la Creuse, juste à côté de Bourganeuf, un bled qui s'appelle la Martinèche, qui s'appelait Martin Nadeau. Et Martin Nadeau, il a été député ministre, et c'est celui qui était à l'origine, quand il a été ministre, des premières lois sur l'hygiène et la sécurité. Voilà. À partir du moment où ces gamines, parce que je parlais de ça, mais des jeunes dans le bâtiment, dans n'importe quoi, l'enseignement professionnel, ils sont condamnés à recevoir un enseignement dans la langue. Plus personne ne parle. Personne. Je corse, outre le fait que je pourrais ironiser sur le fait qu'au dernier référendum qu'il y a eu en Corse, ils ont fait 8% des voix, 8%. Je pourrais ironiser sur le fait que quand ils ont voulu unifier la région Alsace, ils ont pris un carton, alors que le oui était annoncé gagnant, ils ont pris un carton monstrueux, ils n'ont pas eu la majorité des 2 tiers dans un des départements, ils n'ont pas eu la majorité du tout dans l'autre. Hein? Et c'est encore un truc, voilà, on nous raconte monts et merveilles sans nous dire jamais le contenu du texte. Je continue, un enseignement universitaire. Eh oui, budget, hein. Vous imaginez déjà que les jeunes ils résistent de toute leur force à la mainmise, vous savez, le global English, le globish, cette espèce de langue qui n'est pas de l'anglais, qui est plutôt de l'américain, qui est un américain simplifié, qu'on les oblige à pratiquer dans les universités et tout. Vous avez des mémoires qui sont faites pour des universités françaises qui doivent être faites en anglais. Hein. Imaginez que le mec, il le présente en breton de Alors, il y a un stade où on est obligé de rigoler, parce que je veux dire, même sa mère ne comprendra pas ce qu'il a écrit, quoi, le mec. On continue. Des cours d'éducation des adultes ou d'éducation permanente. Genre la fille qui est infirmière qui prépare le concours des cadres. En Picard. Donc à une Roumaine qui vient, si elle est en Picardie, on va lui apprendre le Picard. Et pas le Picard. Ou tout, ou une partie substantielle. Tu as le choix, c'est ou tout ou une partie substantielle. On peut penser que par exemple un môme qui fait la terminale sciences, les maths, la biologie, les sciences physiques, c'est ce que j'appelle une partie substantielle. C'est ça ou tout.
Sauf l'espagnol, par exemple. Ah non, parce que ça, c'est une langue de la ville des migrants. Ah non, et non. Mais non, parce que c'est une langue, mais en plus, ça ne sera pas concerné par la charte. Vous voyez ce que je veux dire, il n'y aura pas, y compris les facilités financières qui sont prévues à la sortie. Vous voyez, parce que pour l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglais, le russe, là, tout ça, on continue. Et on peut, en matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre de locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, on ne connaît toujours pas le nombre, un enseignement de la langue régionale ou minoritaire au stade approprié de l'enseignement. C'est-à-dire que si tu es breton et que tu trouves suffisamment de bretons pour aller t'adresser à la préfecture de Corse, tu peux demander à avoir un enseignement en breton en Corse. C'est ça que ça veut dire. Alors, non, mais c'est risible. Oui, mais tu te demandes où ils vont chercher tout ça. Si c'était pas aussi grave. Alors, bien sûr, parce que c'est ubuesque, Mais enfin, regardez, vous vous rappelez quand on voit des fois aux actualités les trucs qu'ils faisaient sur comment reconnaître un juif. On ne connaîtrait pas l'histoire. Vous regardez ces affiches, ces films, vous éclatez de rire quand c'est une bêtise confondante. Et vous dites quand même, à un moment, ça rigole plus, parce que voilà. Rappelez-vous l'histoire de l'ex-Yougoslavie. Hein. Ils parlaient la même langue, les mecs. Puis alors, peut-être vous connaissez des Serbes ou des Croates. Non. Il y a autant de différences entre un Serbe et un Croate qu'entre un Français et un Italien, c'est-à-dire rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? La seule différence qu'il y a entre un Français et un Italien, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue. C'est-à-dire qu'avec la mise en place de ce... C'est pas une histoire, vous voyez, c'est pas une histoire linguistique. Il y a un prétexte linguistique à la destruction de l'unité de la République et de l'égalité des citoyens. La question linguistique, c'est le levier. C'est pas l'objet, c'est le levier. Mais ils se servent de ce levier pour déplacer quoi? Pour faire exploser, pour faire céder l'unité de la République, le socle républicain. Tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, je continue. Vous allez me dire, mais dans les procédures pénales, quand même, ils ne vont pas faire ça, ils vont pas dans les procédures pénales, à prévoir que les juridictions, à la demande d'une des parties, mènent la procédure dans les langues régionales ou minoritaires. Donc, une franc-comtoise qui divorce d'un Auvergnat, vous voyez ce que je veux dire? Il suffit qu'une des parties demande à ce que la procédure de divorce... Et s'il divorce à Amiens, c'est en Picard avant. Sauf que le mec, comme tu dis, s'il arrive à trouver un nombre suffisant d'Auvergnats à Amiens, vous avez en vertu des articles qui précèdent. Donc c'est à garantir à l'accusé, donc par exemple un type qui a tué quelqu'un, à l'accusé le droit de s'exprimer dans sa langue régionale ou minoritaire, en justice. Ben oui, forcément, si la procédure sera... Je ne sais pas si on se rend compte, dans les procédures donc, pénales, civiles, même topo, même topo, c'est-à-dire que, je ne sais pas, vous avez acheté une villa sur les hauts de Gap, et puis le terrain glisse, elle s'effondre, vous faites un recours contre le promoteur, il vous dit, moi je suis ariégeois, je suis catalan. Bon, ben, on peut faire je demande à ce qu'on fasse le procès en catalan. Donc vous êtes français, francophone, c'est-à-dire moi je veux le droit de m'exprimer dans ma langue. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait une affaire bien menée, 2 avocats qui se mettent d'accord sur la traduction, etc., etc. Alors, en matière administrative, même topo. Ça va faire des emplois. Hein. Ah, ça, c'est... Mais on va voir dans quelles conditions ça va faire des emplois. En matière administrative, alors à prévoir que les juridictions, une partie en litige, à remettre, bon, bref, les documents, la production de documents et de preuves dans les langues régionales ou minoritaires. Si vous avez un problème de bail, de cadastre, je ne sais pas traduire actuellement. Si c'est une société civile immobilière, vous avez du bol, ils sont 7, ils sont chacun d'une région différente. On est parti pour le... Ça ira plus vite de repercer le canal de Suez que de finir le procès, quoi. Donc, à ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'État, un acte juridique établi dans l'État, par exemple une loi, un règlement, dans l'État du seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.
Oh. Je poursuis. À veiller à ce que ces autorités administratives, les autorités de l'État, les préfectures, les mairies, les départements, pour l'instant, utilisent les langues régionales ou minoritaires. À veiller, voilà, pour les collègues qui sont fonctionnaires, enseignants, agents de préfecture, infirmiers, postiers, enfin, ceux qui sont encore fonctionnaires, moi les postiers, commence à être rare, à veiller à ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les personnes qui s'adressent à eux dans ces langues. Ce qui revient à dire qu'il n'y a plus de statut national de la fonction publique. C'est-à-dire que là, ils font droit aux revendications des petits voyous d'extrême droite nationalistes, bretons, corses ou ailleurs, ou ça ou ailleurs. À Marseille, il y a pas mal de collègues qui ont enseigné en Corse, par exemple, dans l'île, en français, mais en Corse, sur l'île Corse, et qui ont eu affaire à des jeunes gens nationalistes en terminale, qui leur disaient « mais vous n'avez pas le droit de corriger ma copie en français. Vous corrigerez ma copie en français quand vous parlerez le corse aussi bien que moi je parle le français. » Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a un groupement de fait, une bande, qui veut substituer une loi de fait aux lois de la République. Parce que jusqu'à nouvel ordre, pour être français, pour être fonctionnaire, il faut réussir les concours d'admission. Les concours, ils sont en langue française. Et ils sont ouverts à tous, et on est tous à égalité de droit. C'est par là que j'ai commencé tout à l'heure. À partir du moment où on introduit une différenciation linguistique, il faut, si tu veux travailler, j'en sais rien, tu veux prendre ta retraite en Champagne, il faut que tu sois en mesure, tu te dis, ben, je pars 5 ans avant la retraite, je vais faire mes 5 dernières années, je vais travailler en Champagne, il faut, tu es inspecteur du permis, donc tu t'adresses à des usagers. Si le mec te parle en patois un peu loin, il faut que tu sois capable de lui répondre pour avoir un poste. Ça veut dire que c'est la fin du statut. Puisque ça veut dire que c'est la régionalisation du recrutement. C'est recrutement sur un critère linguistique, un critère ethnique en fait. C'est du nationalisme régionaliste. Comme j'ai dit tout à l'heure, les Corses, les Bretons d'abord, les Basques d'abord, les Catalans d'abord, c'est pas différent des Français d'abord. Et l'histoire de l'ex-Yougoslavie nous a bien montré que les petits, numériquement petits nationalismes, ils ne sont pas plus tendres que les grands. Hein. Ils ne sont pas plus gentils. Hein. C'est pas parce qu'ils sont 500 000, les mecs, qu'ils ne vont pas mettre le feu au village d'à côté. Hein. Donc voilà, on est parti dans un truc, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans le cadre de l'administration régionale ou locale. Ça vous en fait grâce? Ça en plus, même plus. Hein. À assurer, donc vous savez que l'Europe, on vit dans le cadre de la concurrence libre et non faussée. C'est-à-dire que par exemple, là, la SNCM risque, Société de transport maritime, risque... elle a pas mal le risque de fermer, de mettre la clé sous le paillasson, puisque l'État, à un moment donné, a subventionné à 400 millions d'euros, 440 millions d'euros. Et la Commission européenne a dit ah non, c'est la concurrence faussée. On n'est plus du privé contre du privé, on n'est plus dans la concurrence, puisqu'il y a un État qui aide. Alors l'État a versé pour maintenir l'emploi. La concurrence libre et non faussée. Hein, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire, en clair, il faut faire baisser le coût du travail. Hein, c'est ça l'histoire. Hein. Mais là, vous voyez, il y a une dérogation au principe de la concurrence libre et non faussée. Les parties signataires, enfin les États signataires, doivent veiller, assurer la création d'au moins une station de radio et une chaîne de télévision dans les langues régionales ou minoritaires. Donc c'est l'État qui doit assurer ça. En plus. Donc là, il n'est pas question de concurrence libre et non faussée. C'est là que la fameuse histoire du pognon. Alors évidemment, comme ça va être des chaînes, après il y a les journaux papier aussi, hein, la presse, les médias, lus, écrits, parlés, en langue, au moins une chaîne, au moins un organe de presse, en langue régionale ou minoritaire, ça veut dire qu'ils vont embaucher que des gens qui parlent cette langue. Ça tombe sous le sens, pas besoin de vous faire un dessin, voilà un organe de presse. Ah oui, tout le monde, ça peut être c'est le critère d'embauche, il faut parler la langue. Donc, je ne sais pas, en Picardie, il faut parler Picard, quoi. Bon, après, je passe. Et alors, en matière d'activité économique et sociale, donc là, tout y passe,
définir leur réglementation financière et bancaire, des modalités permettant, dans des conditions d'un emploi, compatibles, l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la rédaction d'ordres de paiement, chèques, traites, etc., d'autres documents financiers ou, le cas échéant, à veiller à la mise en œuvre d'un tel processus. À veiller à ce que les équipements sociaux, tels que les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers, offrent la possibilité de recevoir et de soigner dans leur langue les locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire. Attention, il n'a pas écrit dans la langue régionale ou minoritaire du coin. Non. Partout, à partir du moment où vous aurez un statut de Mais moi, locuteur... moi, je trouve que c'est bien. On n'a plus de chômage. Ouais, ça va simplifier, quoi. Sauf pour les mecs qui ne parlent que le français. Ceux, les malheureux, qui ne parleront par exemple que le français, l'anglais, l'espagnol, le russe et le chinois, n'auront pas de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers. Alors après, le fameux truc, chaque partie signataire s'engage à désigner un expert qui fera partie d'un comité d'experts européen, sera composé d'un membre pour chaque partie, pour chaque pays, désigné par le comité des ministres sur une liste de personnes de la plus haute intégrité, évidemment, si en plus on est des voleurs, de haute intégrité, d'une compétence reconnue dans les matières traitées par la charte, qui seront proposées, etc. Et c'est ce comité d'experts qui jouera par rapport à la charte européenne un peu le rôle que la Cour de justice européenne joue pour le reste. C'est-à-dire qu'ils diront, non mais la France n'a pas respecté, ils ont signataire, ils n'ont pas respecté la clause du paragraphe 18, donc ils sont condamnés à tant de millions d'euros d'amende, etc., etc. Et c'est ce comité d'experts qui décidera souverainement de ces choses, etc., etc. Donc, si je voulais résumer, voilà, ça c'est le contenu. Donc il y a pratiquement aucune part d'analyse de ma part. Il y a juste le contenu de ces dispositions. Et donc ma part d'analyse est la suivante, fondamentalement, c'est que, on va pouvoir... il y a des trucs qui défient l'imagination, mais pour l'essentiel, on va définir qu'il y a des gens qui ont un statut de minoritaire dans la République. Deuxièmement, que les groupes linguistiques, c'est groupes ethniques, auront des droits particuliers et qu'il faudra prendre en compte leurs vœux et leurs besoins, tels qu'exprimés par eux. Troisièmement, que l'autorité pour juger de ça va être extérieure à la République, puisque c'est le comité d'experts en question, et que quatrièmement, c'est, comment vous dire, avec ce levier linguistique, c'est la préférence nationale, en définitive régionale, la préférence régionale, pour le recrutement, pour les emplois, y compris dans les fonctions publiques. Voilà un peu la conclusion que je voulais dire. Alors, on ne peut pas s'empêcher, je ne peux pas m'empêcher, de faire le rapprochement avec ça, et avec la mise en place des nouvelles dispositions annoncées là, par le gouvernement, qui prévoient, en gros, de vider les communes de leur substance, de transférer leurs prérogatives aux communautés de communes. Deuxièmement, la liquidation des départements avec des grandes régions. Les grandes régions, c'est le modèle, c'est pour moi qui ai découvert ça tout seul, c'est le modèle des Länder allemands. C'est 11 régions, 12 régions, c'est le modèle exact des Länder d'Allemagne. Avec le fait que c'est... parce qu'il y a la question de la taille des régions, du découpage des régions. Mais le plus fondamental, c'est que ces régions, elles vont avoir un droit de réglementation. C'est-à-dire que le code du travail pourra varier d'une région à l'autre. Que toute une série de législations, y compris peut-être la délivrance des diplômes, les CAP, le bac, etc., le contenu pourra varier d'une région à l'autre. Mais dites-moi, ça s'emboîte à merveille avec cette affaire linguistique. Parce que la région pourra décider que tel ou tel de ces territoires, pas l'ensemble de la région, mais tel ou tel de ces territoires va avoir le statut de zone linguistique au sens de la charte régionale, des langues régionales, la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, un peu par tous les bouts, on est en train de faire exploser la République, tout à fait. Et tout ce que ça signifie, parce que ça veut dire que, par exemple... Les États. Oui, les États-nations. Et puis si on fait exploser la République, on fait exploser les États. Forcément. Et vous avez vu dans l'actualité deux éléments à
quoi? Vous avez trois. Premièrement, vous avez la co-officialité de la langue corse, qui a été votée par le Conseil régional corse, à l'unanimité des groupes, ce qui est quand même un peu confondant, qui prévoit l'utilisation, la co-officialité, l'utilisation du corse au même titre que le français. Non, hein, c'est une anticipation de la ratification de la charte. Vous avez vu l'histoire des bonnets rouges, les Bretons d'abord. Les Bretons d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que patron et ouvrier breton, nous avons plus de choses en commun que ouvriers français, ouvriers bretons. Ça évoque des trucs, ça. Particularisme. Oui, c'est... Voilà. Alors c'est bien côté retour à l'ancien régime. Une ville en Alsace dont j'ai oublié le nom, peut-être quelqu'un s'en rappelle, c'est un des récents communiqués de la Fédération de la Libre Pensée. Ils ont décidé que dans cette ville, tous les trucs seraient faits trilingues. Français, allemand et alsacien. C'est une région frontalière. Prenons l'exemple d'un patron, un patron qui est breton. Je le dis innocemment, puisque je pense au bonnet rouge, évidemment. Hein. Un patron qui est patron en Bretagne, il a une conserverie d'anchois, pour prendre un exemple, ou une fabrique de bérets, ou une fabrique de marinières. Il va faire ses contrats de travail en breton, le règlement intérieur de la boîte sera en breton, et il n'embauchera que des bretons. L'acte 3, on nous dit que c'est pour rationaliser, c'est pour réduire la dépense. C'est l'argument, c'est pas vrai, mais c'est l'argument qui est avancé. Il dit, comprenez, on va supprimer, c'est simple, hein, avant il y avait les communes et les départements, c'était ça la République. Les communes, les départements, l'État. Ils ont rajouté les régions, après ils ont rajouté les communautés, etc. Et donc ils ont créé ce qu'ils ont appelé eux-mêmes le millefeuille administratif. Et après ils ont dit, il y en a trop, il faut qu'on en supprime. Et ils ont supprimé pas ce qui était, ils sont en train de supprimer pas ce qui a été rajouté, mais ce qui était à la base de l'édifice, c'est-à-dire ce qui était la nature républicaine de la France, les communes et les départements. Et ils nous disent que tout ça, on va réduire le nombre de régions, c'est pour rationaliser, c'est-à-dire sournoisement pour réduire le nombre de fonctionnaires, entre autres choses, pour réduire les dépenses. Cet argument-là ne peut pas s'appliquer pour la Charte européenne. Imaginez qu'on applique les dispositions contenues dans la Charte européenne. Ça multiplie. C'est un gaspillage de pognon monstrueux. Même on passe sur la remise en cause, le fait de définir des minoritaires dans la nation, c'est quand même pas rien. Ça, c'est quand même pas rien. Le fait de définir des groupes de locuteurs, c'est-à-dire qu'on n'est plus citoyens, libres et égaux en droit. On est des locuteurs de langues différentes. Donc l'accent est mis sur la différence. Communautarisation. Oui, c'est la communautarisation du pays. C'est la marche à... Ils en sont loin, mais c'est la marche vers un truc qui mène à la balkanisation de la République. Mais bon, tout ça. Mais en dehors de ça, c'est un gouffre à pognon, mais monstrueux. Il va falloir trouver au tribunal de grande instance d'Ajaccio des mecs qui soient capables de parler breton le cas échéant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous trouvez au tribunal des prud'hommes de Martigues des mecs qui vont pouvoir juger en Corse. C'est comme disait Chirac, c'est abracadabra. À Marseille, c'est possible parce qu'il y en a des Corses à Marseille. Oui, alors, c'est toujours pareil. Les gens se plaisent à revendiquer le fait. Oui, mais moi je suis corse. Oui, ils se mettent Oui, là. d'accord. Mon amie est corse d'origine. Sa famille est un village corse. Elle ne parle pas un mot de corse. Hein. Alors, quand on dit aux gens, ah ben moi je suis corse. Oui, il est corse. Oui, moi je suis au Vaucluse. Tartampion, il est de Champagne, je sais pas quoi. Toi, tu es parisien. Tu es parisien, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est le communautarisme? Si on y réfléchit bien, qu'est-ce que c'est le communautarisme? La République, on sait ce que c'est. C'est un individu dans l'idéal, parce qu'on sait que l'idéal n'est pas atteint, loin de là, et qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Mais la République, c'est l'égalité en droit. Au moins en droit, au moins en principe, on est égaux. Au moins en principe. Oui, mais c'est important que ça soit dans le principe, parce que ça te donne des recours. Ça te donne des recours. Tu dis, non, l'égalité de droit, monsieur m'a bousculé, il est peut-être milliardaire, il est peut-être vicomte, mais il m'a bousculé, pour me prendre ma carte bleue, je porte plainte, j'ai des droits, je suis un citoyen, j'ai des droits.
Le Moyen-Âge, c'est important cette histoire, même en principe, parce qu'au Moyen-Âge, les mecs qui passaient à 15 à cheval dans tes moissons, hein, à qui tu allais te plaindre? Tu allais te plaindre au mec qui venait de traverser ton champ à cheval et qui avait détruit toutes tes moissons. C'est lui qui avait le pouvoir de haute et basse justice. Vous voyez, même le principe est important. Et qu'est-ce que c'est une communauté? Une communauté, c'est pas toi qui décides que tu es de la communauté ou que tu n'y es pas. C'est pas toi qui décides. C'est la communauté. C'est-à-dire ceux qui parlent au nom de la communauté, alors soit parce qu'ils ont un gros bâton, soit parce qu'ils ont un encensoir, ou les deux, et c'est eux qui te disent, tu es, comment dire, tu es corse. Oh, tu es corse, tu ne dois pas faire ça. C'est ça, vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui vivent ça aujourd'hui de manière très, très brûlante, c'est les jeunes qui sont maghrébins. C'est pas eux qui ont décidé, qu'ils décident pas, qu'ils étaient souvent, il y en a beaucoup qui ne sont pas musulmans du tout. Il y a plein de filles maintenant, aides-soignantes, infirmières, qui sont d'origine du Maghreb et tout. Au ramadan par ramadan, et si elles ont faim, elles sortent de l'hôpital quand c'est l'heure, elles vont manger un sandwich au jambon, elles reviennent. Simplement, comme elles ont une gueule comme ça, et qu'elles ont un nom comme ça, et c'est encore pire pour les garçons que pour les filles. Alors on dit, mais toi tu es arabe, tu n'as pas le droit de faire ça. Et ceux qui sont contre les arabes leur disent, mais toi tu es arabe. Et les ayatollahs, les imams, ils leur disent, mais toi tu es arabe. C'est ça qui est dans le communautarisme. C'est que celui qui est censé te représenter, il te tape sur la tête, et celui qui est contre toi, il te tape sur la tête quand même. Tout le monde te tape sur la tête parce que tu es enfermé dans la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, si je prends les communautés villageoises, allez, il y a quoi? Il y a 100 ans. Il y a 100 ans, il y a 60 ans, voilà, il y a 60 ans, il y a 70 ans. Les communautés dans les villages. Communautés villageoises, qui c'est qui disait que ce que tu avais fait, c'était bien ou pas bien pour la communauté? Le curé du village, les dames patronesses. C'est comment celle-là, elle s'est retrouvée enceinte en dehors du mariage. C'est une butte. C'est ça la communauté. C'est que c'est pas toi qui choisis tes règles de vie. C'est pas toi. C'est l'environnement social, c'est le communautarisme qui s'impose à toi. Vous voyez les deux niveaux. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es reconnu qu'à l'intérieur de ta communauté et en dehors, t'es rien. C'est ça. Ce qui d'ailleurs, et surtout ce qui est en dehors de la communauté, n'est pas humain. C'est un truc que je dis souvent, mais c'est important ça. Regardez l'ex-Yougoslavie. La différence entre un Serbe et un Croate, ils parlent la même langue, ils n'ont pas le même alphabet. La religion traditionnelle des Serbes, c'est l'orthodoxie. La religion traditionnelle des Croates, c'est le catholicisme. Ces gens-là se sont pris à la gorge, en réalité, se sont exterminés. Il y a eu des horreurs entre les musulmans, les Croates, les Serbes, les Slovènes, se sont mis un peu à l'écart. Des trucs, la purification ethnique, quoi. C'est abominable. Comment, psychologiquement, un type qui est comme nous ici, gentil avec sa femme, qui va faire les courses, qui porte les paquets, qui va chercher les gamins à l'école, qui va récupérer la petite après la danse, qui descend la poubelle, qui promène le chien, vous voyez ce que je veux dire? Et d'un coup, ces types, ils mettent un tri, une cagoule, ils vont brûler un village qui est à 8 km de l'autre côté de la rivière, en brûlant les gens dans les maisons. Comment on peut imaginer ça? Une petite fille, c'est une petite fille. Une grand-mère, c'est une grand-mère. Vous voyez comment on peut imaginer ça? Parce qu'ils ne sont pas de notre communauté. Ils sont de l'autre communauté. Les gens qui sont les êtres humains, ils sont de notre communauté. Les autres, c'est des moins qu'humains. Ils ne sont pas tout à fait humains. Ils ne sont pas de la bonne communauté. Tout à fait entre nous. Tout ce qui tombe de l'Europe est béni. Tout ce qui tombe de l'Europe est béni. Le Parlement, l'Assemblée nationale, 85% de leur temps de travail, c'est de transposer dans le droit français les trucs qui viennent de l'Europe. Tout ce qui tombe de l'Europe est béni, mon frère. Ah oui, c'est ça. Et alors je poursuis. Un dogme, ça. Comment? C'est un dogme. Oui, c'est un dogme. Pour eux, c'est un dogme. Tout ce qui tombe de l'Europe, il faut pas de la religion, quoi. C'est ça. Mais tu sais, c'est l'Europe démo-chrétienne. Dans les fondations, même dans le mode de fonctionnement. Regardez comment fonctionne le Vatican. Ah, ça, je sais pas. Le pape, il est infaillible en matière de religion. Il dit donc qu'il faudra faire ça. C'est transmis aux évêques,
Les évêques, ils sont libres de faire comme ils veulent, mais sur leur diocèse, ils doivent appliquer les consignes pontificales. Tu vois ce que je veux dire? Et ils transmettent ça au curé, qui doit convaincre le bon peuple qui va à la messe ou qui n'y va pas. Qu'est-ce que c'est l'Union européenne? C'est pas le pape, c'est la Commission européenne qui prend une directive. Il faut baisser, en gros, toutes les directives, je peux te les résumer en 4 mots, il faut baisser le coût du travail. Alors là, c'est pas comme le résumé de la politique de l'Union européenne depuis 20 ans, c'est il faut baisser le coût du travail. Et après, chaque gouvernement, librement, est tenu strictement d'appliquer cette disposition. Il fait comme il veut. Librement, strictement. Librement, c'est ça. Mais c'est ça, c'est le principe de l'Église catholique, c'est le principe de subsidiarité. Tu dois librement, c'est-à-dire de la meilleure façon possible dans ton coin à toi, appliquer strictement les directives. D'ailleurs, il y a beaucoup maintenant d'administrations qui fonctionnent comme ça. Où avant, tu recevais des règles, des procédures, des machins. Maintenant, tu as des règles budgétaires, c'est, pour l'hôpital, vous devez faire rentrer les dépenses de l'établissement dans une enveloppe de temps. Il convient de réduire la durée moyenne de séjour, le machin. Et après, vous vous débrouillez. Regarde les directeurs, tu sais ça, les directeurs d'hôpitaux qui ont été chargés de mettre en place l'organisation des pôles, ils sont tournés vers l'ARS, ils ont dit comment je fais? Vous faites un peu comme vous voulez, mais il faut aboutir à telle diminution du nombre de postes. À cette époque-là, ils ont tous ces mecs qui étaient tous ces nationalistes, quand même le nationalisme breton, Brézatao. C'est des types qui ils avaient créé leur propre SA, sur le modèle de la SA allemande. Le Bagadouche tourne. Ils en ont fait des oradours en Bretagne, il y en a eu plusieurs. C'est les Bretons qui ont fait ça. Les nationalistes bretons, les amis de Ropart-Simone. Le Bagadouche tourne, l'uniforme noir, et au lieu de la croix gammée, ils avaient le triskel breton. Et toutes ces saloperies réactionnaires, fascisantes, après 68, on nous les a recyclées. Vous savez, ils se sont mis un peu comme les surfeurs sur la vague, là. Et on nous a présenté ça comme, vous savez, on veut vivre au pays, comme un truc extraordinairement de gauche. Et on veut vivre au pays ou pas au pays, on se marie avec qui on veut. Vivre au pays, ça veut dire que tu dois te marier dans ton bled, sinon ça ne veut rien dire. Parce que si un Breton, il se marie avec une Corse, il y en a un des deux qui déménage. Hein. On veut vivre au pays, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te maries entre toi.